Alors, les guérisseurs d'aujourd'hui, en fait, sont des guérisseurs qui ne correspondent plus tout à fait à l'image du guérisseur d'antan, des siècles passés. Alors, même si, et je vais tenter de vous présenter une typologie des guérisseurs, malheureusement j'aurais bien voulu vous la présenter ici, même s'il est possible d'élaborer une typologie des guérisseurs qui exercent aujourd'hui en Wallonie, c'est ce que j'essaie de faire dans mon travail, il faut bien préciser que c'est une typologie qui est idéale typique, dans le sens où beaucoup de guérisseurs aujourd'hui correspondent à différentes figures. C'est-à-dire et encore ce matin, on parlait d'un guérisseur qui était barreur de feu, qui avait le secret pour les brûlures, mais qui était aussi magnétiseur. C'est-à-dire une personne qui combine deux figures, je dirais, de guérisseur. Le conjureur traditionnel qui a reçu un secret, par voie traditionnelle, et qui soigne un nombre limité de maux, et le magnétiseur qui est une espèce de généraliste, et qui, a priori, soigne tous les problèmes de santé pour lesquels on vient le voir. Donc aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus complexes, mais malgré la diversité et malgré la complexité des combinatoires thérapeutiques que les thérapeutes mettent en œuvre, alors, je parle de combinatoires thérapeutiques parce que les guérisseurs aujourd'hui exercent à la fois le magnétisme, la prière, le reiki, utilisent un peu d'homéopathie, ont un discours qui est inspiré, je dirais, de la littérature ésotérique, etc. Ils mettent en œuvre des combinatoires thérapeutiques extrêmement complexes et qui peuvent ressembler parfois à des bricolages, en fait, à des bricolages. Mais il est néanmoins possible, je dirais, de donner une catégorie des 5 grandes figures de guérisseurs qui exercent aujourd'hui en Wallonie. Alors, on peut établir une catégorie des guérisseurs qui exercent aujourd'hui en Wallonie à partir de leur domaine d'intervention respectif, dans le sens où ces catégories interviennent sur des domaines un peu particuliers, et je dirais non pas un champ d'intervention identique. Alors, la première catégorie de guérisseurs, qui est vraiment la figure du rebouteux de village, c'est le rebouteur. Non pas le rebouteux, mais le rebouteur. C'est-à-dire quelqu'un qui est supposé rebooter le corps, remettre en place un membre démis, une fracture, une entorse. Donc c'est quelqu'un qui agit sur un aspect très physique du corps. Il remet en place un membre déboîté. Il travaille essentiellement sur l'aspect, je dirais, mécanique du corps. Alors, ce sont des personnes auxquelles on attribue un certain tour de main. En fait, c'est le tour de main qui leur a été qui leur a été transmis. On leur a donné un secret pour remettre en place, par exemple, une épaule démise, ou pour soigner une entorse. Et donc, ils ont hérité d'un tour de main qui leur donne quelque part une force physique supérieure à la moyenne des personnes, parce qu'il faut une force physique assez impressionnante pour remettre en place un membre démis. Aujourd'hui, apparemment, dans la littérature, parce qu'en fait, je n'ai jamais rencontré un rebooteur. En fait, donc je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup en Wallonie, j'imagine qu'il y en a encore, mais je n'ai jamais entendu parler de rebouteurs encore vivants qui exerçaient le reboutage. Par contre, d'autres ethnologues ayant travaillé en France et en Italie ont rencontré ce type de guérisseurs traditionnels. Et aujourd'hui, apparemment, ces travaux disent que le rebooteur ne se limite pas à remettre en place le corps démis, mais souvent utilisent des huiles essentielles, d'autres produits phytothérapeutiques, etc. C'est-à-dire que la pratique de ces rebouteux a également tendance à, je dirais, se diversifier, évoluer, à adapter. Tous ces praticiens, en fait, adaptent leur pratique au fil de leur exercice. Même les conjureurs, qui sont supposés respecter scrupuleusement le secret qu'ils ont hérité, souvent l'adaptent je dirais, aux conditions d'exercice. Souvent, ils suppriment certaines paroles, ils simplifient leurs gestes, ils travaillent par téléphone, aujourd'hui, etc. Donc ça, c'est un aspect important qui montre bien que ce sont des pratiques qui sont loin de disparaître, qui ne constituent pas les miettes en fait, d'une culture paysanne en train de disparaître, mais qui constituent un ensemble de pratiques qui s'adaptent à la modernité, qui s'adaptent à la demande sociale. Alors, la deuxième catégorie de guérisseurs qui est la plus répandue en Wallonie et aussi dans d'autres parties du monde, ce sont les conjureurs, c'est-à-dire des personnes dont j'ai déjà parlé en parlant de barreurs de feu, de coupeurs de brûlures, etc. Les conjureurs, ce sont des personnes qu'on appelle en Wallonie les signeurs, parce qu'en fait on dit qu'ils signent, qu'ils saignent, enfin je ne suis pas wallon donc je n'ai jamais réussi à vraiment prononcer ce terme, mais qu'ils signent le mal, c'est-à-dire qu'ils exécutent un signe de croix sur le mal. Ce sont des personnes qui en fait, pratiquent un petit exorcisme du mal. En fait, ils chassent le mal hors du corps. En fait, ils chassent la brûlure. Ils chassent en fait la brûlure en travaillant sur les symptômes de la brûlure. Alors, donc, les signeurs, ces conjureurs, ce sont des personnes qui ont hérité d'un petit rituel secret.
Il parle d'ailleurs de leur secret, et qui se compose de deux éléments, d'une formulette. Par exemple, les coupeurs de feu récitent mentalement ou à voix basse la petite conjuration suivante: Feu de Dieu, perds ta chaleur, comme Judas perdit ses couleurs au jardin des Oliviers lorsqu'il trahit notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cette petite formulette qui se transmet de génération en génération et qui a été à un moment donné largement répandue à travers une brochure de colportage qui s'appelait Le médecin des pauvres, et qui comportait, je pense, une trentaine de petites formulettes qui permettait à la population rurale de soigner la majorité des petits maux qui étaient supposés les toucher dans leur activité quotidienne. Alors la formulette est souvent accompagnée de signes, ici de signes de croix, parce que je dirais, le feu de la brûlure est personnifié, et donc le Seigneur chasse le feu de la brûlure du corps de la personne qui s'est brûlée en traçant un signe de croix, ce qui montre évidemment l'ancrage de ces pratiques dans la médecine populaire, je dirais dans la religion populaire de nos régions, inspirée du catholicisme, mais pas tout à fait catholique, c'est pas tout à fait catholique ce qu'ils font quelque part. Et traditionnellement, ces signeurs terminaient en récitant 5 pater et 5 ave. Cet aspect-là de leur rituel, en fait, a complètement disparu. Aujourd'hui, il y a très très peu de signeurs qui, après avoir signé quelqu'un, récitent des pater et des ave. Il y en a encore, mais je dirais que ce sont les plus âgés. Alors, il y a d'autres catégories de guérisseurs. Alors, à ce moment-là, on quitte, je dirais, le monde des guérisseurs traditionnels. Et la troisième catégorie, ce sont les magnétiseurs et radiesthésistes. Alors, moi, je les mets ensemble, même si eux, peut-être, établiraient une distinction, parce que tous, en fait, considèrent que le corps et les organes émettent des vibrations, des ondes. Et c'est sur cet aspect-là vibratoire du corps humain qu'ils interviennent. Le magnétisme animal ne consiste en rien d'autre que de transmettre son énergie, sa force, de bonnes vibrations, en quelque sorte, à la personne malade par l'outil principal qu'est la main. Donc la main, c'est l'outil traditionnel de guérison du magnétiseur. Le radiesthésiste, il fait à peu près la même chose, sauf qu'il travaille avec des instruments, des pendules, des antennes de léchère, etc. Et donc, ce sont des guérisseurs qui interviennent, je dirais, sur la dimension vibratoire du corps humain, ce qui les distingue fondamentalement du conjureur et des autres catégories, dans le sens où ils n'ont aucun secret, ils ont simplement une technique qui leur permet donc de réharmoniser, de rééquilibrer le corps humain. Il y a ensuite une catégorie qui est aussi largement répandue, ce sont les fameux géobiologues aujourd'hui, en fait, qui sont les héritiers d'une autre tradition, qui est la tradition des sourciers, c'est-à-dire les personnes qui arrivaient à détecter des ondes, des énergies, avec leur fameuse baguette de coudrier. Alors, aujourd'hui, les géobiologues utilisent toute une série d'instruments très modernes, non seulement la fameuse antenne de l'échelle, qui est la version moderne de la baguette de coudrier, mais aussi parfois des compteurs Geiger, pour voir s'il n'y a pas de la radioactivité sur le lieu d'habitat, qu'ils réharmonisent. Puisque les géobiologues et les sourciers n'interviennent pas sur le corps du malade, n'interviennent pas directement sur le corps des personnes qui les consultent, mais sur le lieu d'habitation. En fait, ils harmonisent l'espace de vie, l'environnement de vie de la personne. Et donc c'est l'environnement, c'est pour ça que je les appelle les guérisseurs de l'habitat, c'est qu'ils guérissent la personne en réharmonisant son lieu de vie, en neutralisant les ondes négatives, les failles telluriques, les réseaux Hartmann, etc. Avec tout un univers très particulier au monde de la géobiologie, mais j'ai vu qu'on m'avait mis sur la table une série d'ouvrages sur la géobiologie, donc si vous êtes intéressé, vous pourrez consulter ces ouvrages pour essayer de comprendre finalement qu'est-ce qu'il y a derrière cette géobiologie qui parfois a tendance à se pratiquer sous des couverts un peu scientifiques comme ça. Mais je dirais que tout l'imaginaire et toutes les représentations qui se trouvent derrière la géobiologie sont exactement celles des sourciers d'antan. En fait, j'ai vu qu'il y avait aussi l'ouvrage de Yves Rocard, qui est un scientifique qui essaie de comprendre, mais finalement, c'est quoi la science des sourciers. Et si vous lisez les deux ouvrages, vous verrez qu'en fait, la géobiologie est très très proche de ce que faisaient les sourciers traditionnels dans nos villages. La dernière catégorie des guérisseuses, je devrais dire, qui exercent en Wallonie, c'est cette catégorie un peu plus inquiétante des désenvoûteuses. Donc j'en parlerai largement tout à l'heure. Donc je ne vais pas aller plus en détail dans la présentation de cette dernière catégorie. Mais là, ce sont clairement des praticiennes, parce qu'il semblerait qu'aujourd'hui le désenvoûtement soit devenu une pratique essentiellement féminine, pour des raisons que je vous expliquerai tout à l'heure. Là, on est, je dirais, dans le monde du magique, parce que tout le rituel de guérison est empreint d'éléments magiques.
au contraire de toutes les autres catégories de guérisseurs que j'ai présentées. Là, on est vraiment dans un discours magique qui repose sur l'idée que le mal et le malheur est provoqué par la pensée négative, par la pensée maléfique de certaines personnes. Évidemment, on voit tout de suite apparaître ce stéréotype de la mauvaise femme, de la sorcière. Et donc là, toute leur intervention, toute leur prise en charge, je dirais, se situe dans le discours et dans les représentations de la magie. Et ce qu'ils font, c'est une pratique essentiellement magique, manipulation de forces occultes, d'entités surnaturelles, avec l'usage je dirais, de tout le décorum de la magie contemporaine, c'est-à-dire boules de cristal, statuettes africaines, d'agides, poupées personnifiées que l'on perce de mille épingles, etc. J'en parlerai tout à l'heure. Alors on voit bien que ces guérisseurs, en fait, ne peuvent pas être considérés comme des concurrents du médecin. Ils ne font pas la même chose que le médecin. Ils n'essayent pas de guérir la personne. Ils interviennent sur les causes qui se trouvent en amont de la maladie, les causes de la faiblesse de la personne. Et donc, ils interviennent sur une autre dimension. Ils ne sont pas des concurrents du médecin. Et souvent, je dirais, ils interviennent dans un même itinéraire thérapeutique. Une personne qui non seulement va voir le guérisseur pour des aspects particuliers, et le médecin pour d'autres aspects de la maladie. Alors, ma conception des choses, c'est celle de beaucoup d'anthropologues. Nous pensons que l'être humain que l'être humain est un être évidemment complexe, qui est un être largement social, et que lorsqu'il est malade, lorsqu'il est atteint d'une pathologie grave, plus ou moins grave, on pourrait dire, il n'a pas besoin que de soins médicaux. Il a besoin, bien entendu, de soins médicaux, d'interventions très techniques, mais il a aussi besoin de sens. Il a besoin qu'on réponde aux questions fondamentales qu'inévitablement suscite la maladie. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi je ne guéris pas? Pourquoi cette récidive, etc. Et donc l'être humain, naturellement, a besoin de sens, a besoin de pouvoir se représenter le mal. Et donc cet aspect-là n'est pas un aspect justement qui est pris en compte par la médecine. On ne demande pas à la médecine de donner du sens à la maladie. Et donc il est tout à fait compréhensible que des personnes atteintes d'une maladie plus ou moins grave, mais plus elle est grave et plus on va avoir besoin de sens, de comprendre pourquoi moi, pourquoi maintenant, pourquoi je ne guéris pas, et surtout aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? C'est la question que se posent toutes les personnes qui sont atteintes d'une maladie plus ou moins grave. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Contrairement je dirais, au monde africain qu'ont étudié les classiques de l'anthropologie, la question que suscite la maladie grave, c'est plus qui m'en veut, d'où vient le mal. Aujourd'hui, dans nos sociétés, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je peux faire? Il y a une injonction à faire. Le simple fait d'aller voir un thérapeute fait partie de toutes ces injonctions. Les personnes, j'allais dire naturellement, multiplient les recours parce qu'aujourd'hui, quelqu'un de malade a l'injonction de faire une série de choses, d'être actif, d'être autonome. Et donc, le recours à un guérisseur fait partie de toutes les choses que les malades font naturellement parce que pour s'en sortir, il faut faire une série de choses. Et plus les personnes sont gravement malades, plus ils font de choses, plus ils combinent. Et c'est la raison pour laquelle les personnes qui sont atteintes d'une maladie cancéreuse grave, en fait, multiplient les recours et vont voir des dizaines de thérapeutes différents, parce que plus on en fait, plus on se donne des chances de guérir.